Comment enseigner le français aux enfants? Comment les motiver et attirer leur attention? Qu'est-ce qu'un bon manuel de FLE destiné aux enfants? Adélaïde Tilly est la créatrice du blog La Petite École du FLE. Elle est aussi conceptrice de manuels pour enfants et une des 3 fabuleuses de la fabuleuse semaine du FLE, aux côtés d'Amandine Kettel et Anne Mokaer. Et elle va répondre à ces questions et bien d'autres dans cette vidéo de Vision FLE. Alors oui, elle enseigne aux enfants, mais si vous enseignez aux ados ou aux adultes, regardez cette vidéo car vous allez en apprendre beaucoup. Êtes-vous prêts? C'est parti! Bonjour Adélaïde et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée, avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas? Alors, je m'appelle Adélaïde Tilly, donc. Je suis souvent connue dans le monde du FLE, plutôt derrière mon blog, sous le nom de mon blog qui est La Petite École du FLE, donc qui est un blog que j'ai créé il y a maintenant je sais pas, plus de 10 ans et qui est à destination des profs qui enseignent aux enfants. Donc moi, j'ai commencé il y a longtemps à partager là-dessus les supports que je crée pour mes cours. Et puis aujourd'hui, c'est devenu un blog voilà, où il y a pas mal de monde qui passe. Donc souvent, on ne me connaît pas forcément moi, mais on connaît La Petite École du FLE. Voilà. Ok. Donc, tu es prof de FLE pour les enfants. Ouais, je suis prof de FLE pour les enfants. Je n'étais pas forcément prof de FLE pour les enfants au départ. C'est venu ensuite. J'ai d'abord enseigné à des adultes. Et puis, j'avais envie de me frotter au public enfant. Je dis frotter parce que ça peut piquer. Hein. Ouais. Ça a piqué d'ailleurs au début. Hein. Mais maintenant, ça fait, je ne sais pas, ça doit faire entre 10 et 15 ans, je dirais 13 ans, 14 ans que je suis enseignante uniquement pour les enfants. Mais ils ont quel âge, généralement, tes élèves? Généralement, c'est des enfants de primaire, donc de 6 à 10. Parfois, je fais des sauts en maternelle. Donc là, ça commence à 3 ans, 3, 4 ans, 4, 5 ans, voilà, par là. Et c'est plus difficile, non, les plus petits, ou non? Tout ça, c'est différent. En fait, c'est comme les enfants, c'est pas forcément difficile les enfants, c'est juste qu'il faut changer de réflexe. Et les maternelles, c'est pareil, il faut changer de réflexe, on ne peut pas faire les mêmes choses. Donc, si on veut faire la même chose, ça va être difficile. Si on change de réflexe, c'est pas forcément plus difficile. Ok. Mais pourquoi donc tu as dit que tu enseignais avant à des adultes, mais pourquoi tu as décidé de changer et d'enseigner aux enfants? En fait, c'est plutôt la question pourquoi j'ai décidé d'enseigner aux adultes. Parce que moi, je travaillais beaucoup avec des enfants au départ quand j'étais étudiante. Je faisais beaucoup d'animations, de centres de loisirs, de colonies de vacances. J'ai toujours beaucoup travaillé avec les enfants comme petit boulot, en fait, hein, quand j'étais plus jeune. Et puis, moi, le FLE m'est venu vraiment sur une envie de voyage. Je ne savais pas trop quoi faire dans ma vie. Et je me suis dit, j'ai quand même bien envie de voyager. Donc, le FLE, ça a l'air d'être un bon plan. C'était pas vraiment une vocation pour moi, le FLE. Ah oui? Par intérêt pour le voyage. Et j'ai testé avec des adultes, puisque j'ai trouvé un stage rapidement avec des adultes. Et j'ai adoré. Donc, miracle, je ne pensais pas du tout faire ça dans ma vie, en fait. Hein. C'était un petit peu le fruit de mes réflexions sur comment je vais pouvoir à la fois vivre à l'étranger et travailler. Donc, je teste les adultes. Ça marche. Alors, je n'avais jamais travaillé avec des adultes. Moi, j'ai toujours travaillé avec des enfants. Mm-hmm. Donc, il y a un moment donné, je me suis dit, on va retenter le public enfant, mais avec la casquette FLE, chose que je n'avais jamais fait, parce que moi, je n'avais jamais essayé d'enseigner quoi que ce soit aux enfants. Je les faisais jouer en colonie de vacances ou en centre de loisirs. Et là, ça a été, ça a été autre chose. Mais pourquoi tu n'as pas voulu continuer avec les adultes? Alors, parce que c'était vraiment les enfants, il n'y avait pas une autre raison, en fait, c'est ça? Non, je voulais tester, en fait. Voilà, je me disais, l'enseignement, finalement, ça va, ça me plaît. J'ai envie de retester les enfants, mais du coup, avec ça, j'avais envie de repartir sur un public enfant, mais avec cette nouvelle perspective de, on ne va pas faire que jouer, on va apprendre quelque chose. C'était le challenge un petit peu de me dire, allez, est-ce que j'arrive à combiner ces deux choses-là que je sais faire et que j'aime bien. Donc, tu es une testeuse, en fait. J'aime bien, ouais. J'aime bien tester des choses, ouais, c'est clair. Ok, mais qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui t'inspire dans l'enseignement du FLE aux enfants? J'aime bien le challenge. Ok. En fait, les enfants, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, hein, souvent quand ils sont dans des cours de FLE.
Uhum. C'est pas eux qui ont décidé. Ça, c'est une grosse différence avec les adultes. C'est pas leur décision et en fait, ça n'a pas forcément de sens pour eux d'être là, d'avoir quelqu'un qui leur parle dans cette chose très très étrange qu'on comprend pas. Et donc, c'est un sacré défi que de les emmener dans une situation vraiment dans une position d'apprentissage de cette chose-là qu'ils n'ont pas choisie. Donc voilà, j'aime bien ce côté où quand on commence avec un groupe, ils nous regardent comme ça, qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi elle me parle comme ça, et de travailler sur le switch, en fait, sur le fait de les amener vraiment à aimer être là et à s'impliquer dans l'apprentissage. C'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de faire avec les adultes, ils ont choisi d'être là. Ils ont une motivation souvent extérieure, que ce soit pour le loisir ou que ce soit pour la profession ou peu importe. Mais vraiment, chez les enfants, il faut aller les chercher, en fait, hein, vraiment pour les faire adhérer au projet. Et ça, je trouve ça génial parce que quand en fin d'année scolaire ou bien quand en fin de session, ils sont vraiment impliqués, ils sont vraiment fiers de ce qu'ils font, qu'ils veulent le partager avec les copains, avec les parents et tout. Ouais, il y a quelque chose d'un vrai aboutissement. C'est un peu comme les ados. Les ados non plus n'ont pas forcément décidé d'apprendre le français, malheureusement. Alors là, je crois que c'est le défi trop pour moi. Ah ouais? Les ados? Non. Parce que oui, les ados, moi, j'ai jamais travaillé avec les ados, ça me fait peur. Ça Ah me ouais? fait peur. Parce que moi, je me rappelle, ado, j'avais rien envie d'apprendre, quoi. Enfin, j'étais bon C'est élève, l'âge bête, quoi. mais j'avais la flemme, j'étais blasée de tout. Alors que les enfants, il suffit d'arriver hein, avec n'importe quel thème et de leur dire « Les enfants, on va faire un truc, ça va être génial !» Ils savent pas ce que c'est, ils sont là « Ouais !» Les ados, tu dis ça, mais qu'est-ce que tu me dis là? De quoi tu me parles? Ça va être nul ton truc. Moi, j'ai trop peur de ça. Donc, soit tu préfères soit les enfants, soit les adultes, mais pas les ados. Non, pas les ados. C'est pas un truc qui m'attire du tout. Je me revois vraiment à cet âge-là, blasée de tout. Et en tant que prof, je ne saurais pas quelle ficelle tirer pour les amener avec moi, quoi. Ah ouais, ok. Parce que moi, tu vois, ce sont les enfants qui me font peur. Ah ouais? Ouais. C'est la gestion de groupe qui te fait peur, alors, j'imagine. Ben, ouais, enfin, je sais pas. Je me dis, mais comment tu arrives dans un premier cours face à des enfants qui ne parlent pas du tout français? Tu leur parles déjà en français, par exemple, déjà ou... Oui, je leur parle Ok. déjà en français, mais j'ai appris le turc. Alors, j'habite en Turquie. Hein, depuis que j'enseigne aux enfants, je suis en Turquie. Ça aide quand même d'avoir des notions de leur langue maternelle parce qu'il y a un côté avec les enfants où il y a des peurs, en fait. Il y a des peurs, il y a des émotions assez fortes. Et si, dans ces moments-là, nous, en tant que profs, on intervient en français, ça accroît en fait le sentiment de malaise. Donc vraiment, il y a un côté où l'enseignant doit rassurer et c'est important, je trouve, enfin en tout cas, c'est une sacrée chance de pouvoir utiliser la langue maternelle pour le faire parce que sinon, on peut facilement se retrouver coincé et honnêtement, quand on est coincé avec un enfant qui soit n'a pas envie d'être là, soit a peur, soit est en colère parce qu'il s'est battu avec son copain, peu importe, et qu'on ne parle pas la langue maternelle, très souvent, moi, les enseignants que je connais, ils vont chercher une personne dans la pièce d'à côté ou voilà, pour intervenir parce qu'on a besoin de gérer des émotions qui sont assez fortes avec les enfants. Oui, ok. Donc oui, donc au début, tu mélanges un petit peu les deux langues, on va dire. Ouais. Avant T'arrives pas comme ça, hey, salut les copains J'arrive un petit peu comme ça, mais très vite, quand je vois qu'ils sont comme ça, je traduis ce que je viens de dire dans mon turc un petit peu cassé, parce que je n'ai pas un super niveau de turc non plus. Je leur dis, vous voyez, moi j'apprends le turc, vous apprenez le français, y a deux langues ici, on va essayer de faire en sorte que ça marche. Maintenant, je vais vous parler en français, je vais vous montrer avec les images. Si vous ne comprenez pas, voilà ce que vous devez faire. Je fais un petit peu d'intermission comme ça, d'explication de texte en turc quand il y a besoin. Ouais, donc avec les enfants, il faut surtout travailler avec des images, des trucs comme ça pour qu'ils comprennent plus facilement en fait. Oui, les adultes, ils vont avoir le réflexe d'aller chercher dans leur dictionnaire. Non, les enfants, ils n'ont pas du tout les mêmes ressources que peuvent avoir des adultes. Tu vas en maternelle, ils ne savent pas lire. Donc Ouais, et même en CP, la première année, ils apprennent à lire dans leur langue maternelle. Donc, c'est pas conseillé de mélanger ça avec la lecture en français ou alors en milieu d'année. Mais tu ne t'appuies que sur de l'oral, que sur de l'image, que sur de l'interaction et rien d'écrit. Oui, les faire écrire à cet âge-là, ça serait un peu compliqué. Oui, et puis même des choses qu'on pourrait utiliser avec des enfants plus grands, comme des affichages et des choses qui sont écrites, tu vois, dans la classe. Ah oui. C'est important. Mais bon, ça, jusqu'à 6 ans et demi, 7 ans, ça sert à rien. C'est vrai. Mais je me dis que ça fait peur, en fait. Mais
finalement, les enfants, quand ils apprennent à parler leur langue maternelle, ils apprennent en répétant, en voyant comment parlent les autres. Donc là, je pense que c'est un peu la même chose, non? Parce Ouais, que mais c'est déstabilisant en tant que prof. oui, bah oui, parce qu'on a envie de montrer des choses écrites, enfin, je sais pas, montrer autre chose. Et qu'est-ce qui te déstabilise le plus, toi? Avec les enfants? Mm. C'est une bonne question. Qu'est-ce qui me déstabilise le plus? La chose que je trouve qui me demande le plus de changement en tant que prof, c'est de me dire que toute la pratique du français, tout de A à Z qu'ils vont avoir pour progresser va se faire avec moi. Il n'y a rien qui va se faire à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, ils ne vont pas faire des devoirs. Ils ne vont pas faire l'effort de regarder un film en français ou d'écouter même des chansons en français, d'avoir un travail personnel. Chose qu'on a beaucoup plus avec même des enfants éventuellement plus grands, des adolescents ou des adultes. Donc, je sais que le processus d'apprentissage à 100% doit se faire avec moi. Je ne peux pas compter sur l'appui à l'extérieur il va répéter le vocabulaire, il va relire le texte qu'on a fait. Il n'y a rien qui se fait en dehors de ma classe. Donc ça me demande de vraiment préparer l'entièreté de tout ce qu'il doit apprendre et toutes les révisions, toute la mémorisation, tout doit se faire avec moi. Je pense que c'est ça le plus dur, de jamais compter sur un relais à l'extérieur. Ouais, parce que les parents ne savent rien du tout, enfin, ils ne savent pas parler français. Ça dépend des contextes, mais même quand les parents savent parler français, ça ne veut pas dire qu'ils parlent français à la maison. Et en fait, les enfants développent facilement un blocage par rapport au fait de commencer à parler une langue étrangère avec leurs parents. Donc, si ça n'a pas été fait depuis la naissance et qu'arrivé à 5 ans, on lui dit « Tiens, tu vas prendre des cours de français et à la maison, avec maman ou avec papa, tu vas parler en français », les enfants, ils disent « Alors, avec la maîtresse, ça va encore, mais avec papa, maman, je veux leur parler comme d'habitude. » Donc, c'est pas évident qu'il y ait un relais même avec les parents francophones à la maison. Ouais, parce que c'est un lien en fait, une langue. La langue, c'est un lien. La langue là, ça serait un lien avec toi. Le français, ça serait un lien avec le prof. Mais le turc, dans ton cas, ça serait le lien avec papa-maman, quoi. Exactement. Et si on lui demande de commencer à parler en français avec son papa ou sa maman, il a l'impression qu'on le met à distance en fait de son papa et de sa maman. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment des gros blocages qui peuvent se mettre en place quand tout à coup on lui dit parle en français, parle-moi en français, on va se dire bonjour. Ça dépend des parents, bien sûr. Il y en a qui vont comprendre qu'il faut le faire par petites touches, par du jeu, et garder le lien en français. Mais il y en a qui sont tellement motivés, les parents, qu'ils veulent tout à coup mettre beaucoup trop de place à cette langue étrangère dans la relation avec leur enfant, et donc l'enfant va bloquer. C'est quelque chose qui arrive vraiment, vraiment, vraiment très souvent quand les parents sont francophones, et les parents sont désespérés à me dire il ne veut pas me parler français, alors qu'en classe, tout va bien. Ok. Mais comment tu les motives justement à apprendre une langue comme le français? Comment motiver un enfant? Paradoxalement, il faut l'aide des parents. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Il y a des choses qui se passent en classe, et on peut en parler, mais il faut que les enfants se sentent portés, comme ce n'est pas une motivation intrinsèque, il faut qu'autour d'eux, ils comprennent ce qu'ils font là. Il faut qu'il y ait du sens, vraiment le sens de ce que fait l'enfant en classe de langue est hyper important. Pourquoi on m'a mis ici? Et ça, nous, on va pouvoir lui donner des raisons de pourquoi. Mais honnêtement, si à la maison, on ne lui dit pas « Regarde, tu vas là parce que c'est super, parce que ta grand-mère, elle parle un peu français, elle pourra te chanter des chansons, te raconter des histoires, parce que quand tu vas en vacances, on ira à Paris, à Disneyland, peu importe ce que tu leur racontes. » S'il n'y a pas de sens, ça va être très dur de les motiver. Sauf les bons élèves, voilà, il y a des profils dans les enfants, mais c'est vrai que le soutien des parents, le fait de travailler ensemble un petit peu sur la motivation, ça aide énormément. Quand on a des parents qui ne sont pas du tout investis, ça arrive aussi, étrangement, mais ça peut arriver, c'est très difficile de motiver l'enfant. Ok. Mais en classe, comment tu le ferais, toi, par des jeux, des lectures? Comment tu fais pour motiver? Alors, en classe, il y a bien sûr plein de leviers pour motiver les enfants. La première chose, c'est de le rassurer. Je parle pas mal de ça au début, mais vraiment, il se sent en insécurité. Un enfant qui arrive dans une classe et on lui parle une langue étrangère, il peut facilement se sentir en insécurité, donc il faut le rassurer. Donc c'est pour ça que moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser la langue maternelle juste pour ça, pour le mettre en confiance au départ.
Et après, il va falloir utiliser les leviers de ce que aiment les enfants en général pour qu'ils n'associent pas le cours à du cours. Donc, il va falloir évidemment qu'il y ait du jeu, qu'il y ait du rire, qu'il y ait des histoires, qu'il y ait voilà, tout ce que les enfants aiment au quotidien. Ben, on va devoir l'intégrer dans notre cours en tant que prof pour qu'en fait, ils n'aient pas l'impression de travailler. Ok. Bah, ça serait bien aussi mettre ça en place pour les ados, non? Mais même pour les adultes aussi, ouais. Moi, alors aujourd'hui, je fais plein de formations, essentiellement sur enseigner le français aux enfants. Mais à chaque fois, j'ai quand même des publics de profs qui sont polyvalents, qui sont pas toujours, qui connaissent pas toujours le public enfant en fait, hein, qui peuvent des fois commencer avec une formation et ils disent mais ça on pourrait le faire avec des adultes. Je dis mais évidemment. Et puis d'ailleurs ça marche très très bien quand ils le testent. Tout ce qui peut être jeu, tout ce qui peut être mouvement, parce qu'avec les enfants on va les faire bouger. Hein. Les enfants ils ont du mal à rester assis, beaucoup plus de mal que des ados ou des adultes. Tout ce qui va être mouvement, tout ce qui va être jeu, ça marche super bien avec les adultes. Oui, bah oui, moi je le vois dans mes cours aussi, parfois quand je fais des jeux, ils sont très contents. Mais ça dépend des adultes. Il y a des adultes aussi qui sont très sérieux et qui ne veulent pas faire de jeu. Exactement, qui ne veulent pas faire de jeu, qui n'ont pas l'impression de travailler quand ils font un jeu. Ou alors qui veulent que de la grammaire, des trucs très, très sérieux, quoi, très scolaires. Tu te dis, bon, okay. T'es sûr mon truc ça va être bien aussi, tu vas voir. Et par contre, il y en a qui te surprennent aussi, hein, les adultes. Tu penses qu'ils n'ont pas aimé, finalement, ils adorent jouer, ce sont les premiers à vouloir demander, à vouloir jouer, etc., faire autre chose que d'autres choses. En fait, je pense qu'au départ, il faut, en tant que prof, oser dire on va faire quelque chose de différent. Parce qu'on peut s'attendre à justement qu'est-ce qui me fait je suis pas fait pour ça. Il faut oser, mais après, les adultes, je trouve qu'ils sont au moins autant dans le jeu, la compétition, parce que la compétition, c'est une composante du jeu qui est assez intéressante sur la motivation. Ils sont au moins autant là-dedans que les enfants. Ouais. Bah, on est des grands enfants, en fait, finalement, quand on est adulte. C'est ça. Moi, je crois que si je suis restée avec les enfants, c'est parce que c'est facile de jouer, mais parce que moi, j'ai jamais arrêté de jouer. En fait, dans ma vie quotidienne, je fais des jeux tous les jours, que ce soit avec mes enfants ou avec des adultes. En fait, j'aime beaucoup, beaucoup les jeux. Ok. Super. Mais justement, donc, tu as dit, les enfants, c'est un peu difficile de les contrôler, de leur dire de s'asseoir, d'être tranquille, etc. Mais comment tu fais pour qu'ils restent concentrés et intéressés pour attirer leur attention finalement? Ouais. Ça, c'est la première question qu'il faut se poser, je pense. Avant de parler d'activité, de pédagogie, de machin, tu vois, j'ai dit, il ne faut pas qu'ils aient l'impression de travailler, mais il est très, très important qu'ils comprennent qu'ils sont dans un cadre, un cadre où il y a des règles. Ça ne veut pas dire qu'on va être très strict, mais la première chose à laquelle on doit penser en tant que prof quand on donne une classe avec des enfants, dès le premier cours, c'est le cadre que je vais donner à ces enfants pour qu'ils comprennent qu'il y a une certaine attitude ici. Ce n'est pas non plus la cour de récré. Et ça, j'ai fait tellement d'erreurs. Bon, je pense qu'on en fait tous. Hein. J'ai fait tellement d'erreurs. Ma première année, je suis arrivée avec des idées d'activités, de supports, de livres, de jeux par milliards. Et je n'ai pas du tout réfléchi à ça. Et donc, ça a été honnêtement une catastrophe. Les enfants, ils m'ont mangé, quoi. J'avais des super activités. Ben ouais, mais ça marchait pas parce qu'ils se levaient, parce qu'ils criaient, parce qu'ils rigolaient, parce qu'ils parlaient en turc, je comprenais rien, ça les faisait rire. Enfin, voilà, il y avait pas de cadre dans la classe. Et quand on le fait pas dès le départ, c'est beaucoup plus dur après de l'installer. Alors que, chose que j'ai appris quand je travaillais avec des enfants dès la première année, du coup, dès la deuxième année, il faut mettre en place des règles de classe, des règles de prise de parole, des règles de déplacement, des règles d'interaction, des règles de je veux aller aux toilettes, je veux boire de l'eau, je veux manger un truc. Ça, il faut en parler dès le départ, avec des images, avec ce qu'on a comme possibilités et leur niveau de langue. Mais en tout cas, il faut que ce soit très, très clair que ici, on va jouer, d'accord, mais on va jouer pour apprendre le français déjà. C'est pas, voilà. Donc, il va y avoir cet objectif d'utiliser la langue pour jouer. Ce n'est pas complètement libre. Et surtout, voilà ce qu'on attend de moi en termes de comportement. Ça, c'est très, très important de le faire dès le départ. Donc, il faut cibler quelques règles. On n'est pas obligé d'en avoir 10 000 pour ne pas plomber non plus un petit peu l'enthousiasme, on va dire. Mais il est très, très important d'arriver en tant que prof en ayant anticipé sur les bêtises que peuvent faire les élèves.
Mhm. Ouais, Il bah faut oui. faire. Alors, qu'est-ce que. Voilà, ça vient en les connaissant, en ayant un peu l'habitude du public, mais en gros, voilà, ça va être la prise de parole, ça va être se déplacer, ça va être aussi les comportements entre eux, qu'est-ce qu'on accepte, hein. Il y a quand même beaucoup de petites frictions entre les enfants eux-mêmes. Donc ça, il faut déjà définir avant d'arriver dans sa classe sur ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas. 4-5 règles de base. On cherche des images pour les illustrer. Enfin, on trouve un moyen pour que ce soit compréhensible et on le garde dans la classe. On en parle dès le départ et on l'affiche pour y revenir quand on a besoin de faire une espèce de rappel à l'ordre. Ça fait très rébarbatif de se dire je vais commencer comme ça, mais si on ne le fait pas, tout ce qu'on peut avoir prévu de génial derrière ne va pas fonctionner. Donc c'est dommage ou pas, en tout cas c'est nécessaire vraiment de commencer par ça. Ouais, parce que en fait, c'est comme avec les autres profs de maternelle ou de primaire, ils vont mettre des règles aussi. Donc, mais là, s'ils voient que c'est un jeu, le français, ils vont pas comprendre que, ben, ils vont tous permettre en fait de sortir, je sais pas, d'avoir des frictions avec le copain, la copine. Donc, ouais, en fait, tu dois mettre des règles comme n'importe quel prof de maternelle ou de primaire. Pareil pour l'utilisation de la langue maternelle dans la classe. Moi, j'ai dit j'utilise effectivement leur langue maternelle, mais il faut quand même qu'ils comprennent qu'ils sont là pour apprendre le français. Donc, par exemple, ça peut être dans les règles de classe, je parle en français, tout ce que je suis capable de dire en français, je vais essayer de le dire en français, et ma maîtresse va m'aider. Mais si je suis triste ou que j'ai peur, je peux demander à ma maîtresse de sortir pour lui parler en turc, par exemple. Enfin, ce genre de choses, quelle est la place de la langue maternelle dans la classe? Quand est-ce qu'elle peut arriver? Parce que notre but, c'est vraiment de les amener le plus possible à utiliser la langue française. Donc ça aussi, ça fait partie des choses dont il faut parler dès le départ, en fait. Et plus, au départ, ça va paraître un peu strict, en fait, un petit peu scolaire, un petit peu cadré. Mais en fait, alors déjà, les enfants attendent ce genre de règles de la part des adultes. Ah oui. Et ça les rassure, d'accord? Ils ont besoin de savoir ce qu'on accepte d'eux, ce qu'on n'accepte pas. Si on ne leur dit pas clairement ce qu'on n'accepte pas et ce qu'on accepte, ils vont tout tester et puis ils savent que ça va être le chaos. Les enfants n'aiment pas le chaos, en fait, hein. Donc, c'est rassurant pour eux d'avoir 4-5 règles très claires sur lesquelles ils savent qu'ils sont attendus. Et en plus, très vite, en fait, on va avoir de moins en moins de discipline à faire. En fait, au départ, on va dire « Ah, là, je sais pas, tu as parlé turc, là, tu t'es levé sans demander, là, tu n'as pas levé le doigt. » Bon, on a nos petits affichages ou peu importe. Mon téléphone. C'est pas grave. Les aléas. Voilà, il y a du direct. Hop, je me mets du direct. Pas du tout, d'ailleurs. Mais voilà, au départ, on peut faire pas mal de rappels à l'ordre sur les règles de classe. Et puis alors, si on a une classe un peu sur le long terme, comme une année scolaire, arriver le mois de novembre, si on commence en septembre, arriver le mois de novembre, ça roule. Il n'y a plus besoin. Ils savent ce qu'ils peuvent faire avec toi, ce qu'ils ne peuvent pas faire avec toi. Et c'est très, très rare ensuite qu'on ait besoin de revenir là-dessus. Il y a des événements, hein, évidemment, il y a toujours un petit peu. Mais du coup, on peut après se lancer vraiment dans une ambiance de jeu, mais en même temps une ambiance de classe. Et c'est ça qu'il faut trouver comme équilibre. Ouais, je pense en fait aux ados, il faudrait faire la même chose parce que sinon, il y a beaucoup de profs qui se sentent désemparés quand ils donnent des cours à des adolescents parce que ils pensent que voilà, c'est un peu le bordélique, c'est le chaos, etc. parce qu'ils n'écoutent pas. Mais je pense qu'ils n'ont pas fait ce travail que toi tu dis de faire au début, de mettre des règles, etc. Ok, on va apprendre, on peut apprendre dans la bonne humeur, etc. Mais attention, il y a des règles à respecter. Mais je te dis, je ne connais pas les ados, j'en ai jamais fait. Enfin, j'ai jamais travaillé avec des ados. J'en ai jamais fait. J'en ai jamais fait non plus d'ailleurs, mais je pense que dans tout contexte de groupe, pas adulte, hein, effectivement, parce qu'ils ont choisi d'être là, mais effectivement, mais je pense que les profs d'ados, en tout cas dans le milieu scolaire, hein, tout ce qui est collège-lycée, très vite, ils sont rodés là-dessus et ils savent qu'en début d'année, on n'arrive pas à « Salut, on va faire des jeux !» Mais ça, on le fait, tu vois. Après, dans l'année, on le fait parce qu'on sait... on connaît les élèves nous connaissent, etc. Voilà. Et l'objectif, c'est de pouvoir arriver à ça. Mais pour ça, on est obligé d'avoir mis les règles avant. Ouais. Mais comment ça se passe, en fait, la communication avec les enfants? Au bout de combien de temps ils arrivent à comprendre le français? Alors, il y a plein de choses dans cette question, mais en fait, je reviens sur quelque chose que tu as dit au début. Les enfants, quand ils apprennent leur langue maternelle, ils écoutent, ils observent, et puis ils testent, et puis
petit à petit, ils y arrivent. En fait, il ne faut pas partir du concept, je pense, que les enfants apprennent une langue étrangère comme ils apprennent leur langue maternelle. Donc, on ne peut pas se dire, comme on l'aurait fait en langue maternelle, je vais leur parler, je vais leur raconter des histoires, je vais leur chanter des chansons, petit à petit, ça va venir. Ça marche uniquement si l'enfant est en situation d'immersion, c'est-à-dire toute la journée. Effectivement, il est dans cette langue étrangère. Et donc, effectivement, au bout d'un certain temps, même si on n'a rien structuré, il va choper des choses tout seul. Sauf que quand on donne des cours à des enfants, généralement, ce n'est pas une situation d'immersion. 1 heure, 2 heures, même 10 heures par semaine, ce n'est pas une situation d'immersion. Donc, on est obligé d'aller contre ce réflexe, de se dire je vais y aller, c'est des enfants, ça va venir. Non, il faut être là, en l'occurrence, professionnel de l'enseignement et se dire je vais y aller vraiment très, très progressivement et même encore plus progressivement qu'avec des adultes. Parce que les enfants, en fait, on dit les enfants sont des éponges, oui, mais ils absorbent toute la journée beaucoup de choses. Mais en classe, les enfants avancent moins vite que les adultes, sur la langue étrangère. Comme je disais tout à l'heure, s'il n'y a pas de relais à l'extérieur, tout se fait dans la classe. Si c'est 1 heure par semaine, ce n'est qu'1 heure par semaine. Donc, les enfants avancent doucement. Donc, il faut vraiment, en tant que prof, être encore plus carré, encore plus progressif qu'avec des adultes. Donc, vraiment, tout illustrer et se dire qu'en dehors de ce que nous, on leur a appris, ils ne connaissent rien. Donc, on simplifie énormément notre langage. On prépare à l'avance toutes les images qu'il y a besoin pour à la fois qu'ils comprennent ce qu'ils disent et que quand on veut qu'ils reproduisent ce qu'on a dit, on puisse leur montrer de quoi on parle, en fait. Donc, les images aident beaucoup et être très, très, très progressif. Mais moi, j'avais cette faussité, justement, que les enfants apprenaient plus facilement qu'un adulte. Mais en fait, c'est faux. Non, c'est pas que c'est pas du tout faux, mais c'est vrai en langue étrangère dans un certain contexte. Ouais, dans un contexte d'immersion, effectivement, il y a moins de blocage, il y a une capacité, effectivement, à attraper la langue qui est plus naturelle que des adultes, mais nous, on n'est pas, en tant que prof de FLE, on n'est pas en situation d'immersion. Donc, c'est très dangereux et c'est quelque chose qu'on entend partout. Donc, du coup, on se dit, là, j'ai une piste, je vais y aller de manière naturelle, ça va marcher. Mais en fait, c'est contre-productif. Ça ne fonctionne pas comme ça. En 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine, on a besoin d'amener les éléments de langue très, très, très progressivement, de faire beaucoup de retours en arrière et voilà, de se dire que tout se fait dans la classe, qu'il n'y a rien comme relais à l'extérieur. Et c'est pas un petit peu fatigant de donner des cours à des enfants quand tu répètes à peu près la même chose, quand c'est des trucs très basiques, très, très enfantines finalement? Faut aimer. Oui, voilà. T'as pas envie de... j'ai envie de parler plus de... Je sais pas. En fait, moi, personnellement, je préfère rester 1 semaine sur une histoire d'un lapin qui mange une carotte, particulièrement personnellement, que sur un texte de B1 sur la politique étrangère. Ça, c'est mon choix personnel. J'aime bien là, tu as choisi la politique étrangère, ok, ouais, non. Bon, d'accord. Mais même sur un texte de fait de société, admettons. Moi, j'aime bien quand on est dans cet univers-là, évidemment, pour enseigner aux enfants, on ne peut pas faire autrement parce que tu ne vas pas pouvoir leur parler vraiment de féminisme ni de politique étrangère. Tu vois, non, mais même, tout ce qu'on fait avec... Tu n'as pas envie d'aller que ça aille plus vite, de passer à une autre histoire, je ne sais pas. En fait, avec les enfants, on reste sur un objectif, par exemple, lexical et syntaxique. On a comme ça un objectif en tête, mais on ne peut pas s'ennuyer parce que si on reste longtemps sur une activité, on a perdu les enfants. Donc, on est obligé, sur un même objectif, d'avoir une palette d'activités énorme. Donc, ça demande de la préparation. Mais après, en classe, on ne s'ennuie jamais parce qu'on va faire un petit peu de jeu avec des images, puis on va faire un jeu avec des cartes, puis on va s'asseoir, on va faire un petit dialogue, jeu de rôle, peu importe, puis on va aller chanter une chanson. En fait, c'est très, très, très rythmé avec les enfants. Et on tourne autour d'un thème de 1001 façons. Et moi, j'aime bien aller chercher des nouvelles façons. Je vois que le thème n'est pas encore acquis. Je vois que ce que j'avais prévu comme activité sur ce thème, sur cet objectif, n'est pas suffisant. Et j'aime bien aller chercher d'autres moyens toujours d'alimenter ça. Donc, je ne m'ennuie pas. Ouais, donc dans un cours, tu fais 1000 choses. Tu fais plusieurs choses, quoi, pour pas qu'ils s'ennuient, pour pas...
Non. Voilà, ok. Mais ça peut prendre du temps, voilà. Tu peux faire répéter, surtout répéter. C'est important de répéter. Oui, c'est important de faire beaucoup de répétitions puisque il y a tout le travail d'apprentissage et de mémorisation se fait en classe et il faut je ne sais combien de fois revoir un mot dans un contexte différent. Un mot, et quand on a beaucoup de mots et quand on a plusieurs structures de phrases et tout ça, Ah, à chaque fois dans des contextes différents. Donc, il faut être créatif aussi. Il faut aller chercher toujours des nouveaux moyens pour faire répéter cette chose-là sans que ce soit de la répétition scolaire répétée après moi puisque ça ne marche pas. Donc, moi, je trouve que c'est très, très créatif de travailler avec des enfants. Ouais. Et surtout la grammaire, tu la travailles pas comme avec des ados ou des adultes. Là, c'est aussi faire. Je pense qu'avec toutes les activités, c'est le vocabulaire, c'est la grammaire qui est comprise dans tout ça en fait. Alors, la grammaire, c'est un gros sujet avec les enfants. Ouais. Je crois que tu as fait un atelier sur ça, non? Ouais, moi, c'est un sujet qui me passionne. Et encore, je pense que j'ai beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que avec les enfants, il y a deux attitudes principales. Soit on est dans des contextes, parce que voilà, dans le monde entier, selon les systèmes scolaires, soit on est dans un contexte très scolaire où on a l'habitude de, quel que soit l'âge des enfants, on va faire de la grammaire. On va faire de la grammaire avec du papier, avec des exercices à trous, avec des exercices structuraux, avec de la conjugaison. Et souvent, on ne fait que ça. Soit on a une approche très scolaire, avec de la grammaire à fond, soit au contraire, on se dit, les enfants apprennent de façon naturelle comme des éponges, je ne vais rien faire comme grammaire, parce qu'en plus, je ne sais pas comment faire, donc je ne fais rien. Et ça va marcher parce que c'est des enfants. Et en fait, je pense que le fait de le faire de façon très scolaire, les enfants ne voient pas l'intérêt parce qu'ils ne se disent pas qu'ils vont pouvoir jouer avec ça, discuter avec leurs copains, raconter leur vie. Ça reste des exercices sur papier. Pour eux, ils ne peuvent pas le transférer dans leur vie quotidienne et donc ça ne les intéresse pas. Soit, si on ne fait pas du tout de grammaire parce qu'on se dit que ça va marcher quand même, ça ne marche pas. Et les enfants, ils apprennent plein de mots, mais ils ne structurent rien et puis ils balancent tout ça comme ça et puis ils ne débrouillent pas avec. Ça marche, ils communiquent, mais en tant que prof, quand même, c'est un peu frustrant de se dire bon, il me balance des éléments, mais il n'a pas compris qu'en fait, il y a des règles à suivre pour que ce soit correct. Donc, la grammaire avec les enfants, c'est un sacré défi. Pardon. Mais il faut prendre le défi à bras le corps. Le problème, c'est que si on est habitué à travailler avec des adultes, on n'a aucune piste parce que les élèves n'ont aucun recul sur leur propre langue maternelle. Donc déjà, ils ne savent pas qu'il y a des règles dans leur langue maternelle. Ils n'ont jamais réfléchi à ça. Ils n'ont jamais fait de grammaire dans leur langue maternelle déjà. Ah ouais. C'est vrai qu'un adulte va réfléchir. Il va se dire, il va comparer lui-même. Oui, voilà. Et puis, il a des éléments en tout cas, de structure. Il sait que dans sa langue, il voit bien, même s'il ne connaît pas le mot sujet, ni en français, peut-être même dans sa langue maternelle, ah, ça y est, on a un chat. Il se réveille. Un invité surprise. Voilà. Installe-toi. Voilà. Il est beau. Il est très, très beau. C'est bon, elle est installée. Voilà, donc l'adulte, il va avoir cette capacité d'avoir un recul sur sa phrase en langue maternelle, de la comparer, de repérer les éléments, même s'il n'a pas fait de la grammaire de manière très approfondie. Il est capable d'avoir ce recul-là. Un enfant n'a aucun recul sur sa langue maternelle et en plus, il n'a absolument aucun... tout ce qui est adverbe, verbe, fonction dans la phrase, tout ça, pour lui, ça ne veut rien dire. Donc, il n'y a pas... Voilà. Donc on ne peut pas utiliser du métalangage, on ne peut pas utiliser ce fonctionnement. Donc, il va falloir là aussi être créatif. Alors, 2-3 pistes. Moi, j'utilise beaucoup, beaucoup tout ce qui est code couleur. Code couleur pour le genre, par exemple. Code couleur aussi pour la place des mots dans la phrase. Donc, une phrase, elle est composée d'un sujet, d'un verbe minimum. Donc, moi, j'ai un code couleur dans ma classe où j'ai des cadres, en fait, sur mon tableau qui représentent... j'ai un cadre bleu qui représente le sujet. J'ai un cadre rouge qui représente le verbe. Ces choses-là sont toujours affichées dans ma classe pour que quand on fait une phrase, quand on essaye de faire une phrase, je les pointe pour qu'on se rappelle, il y a déjà ces deux éléments-là et qui sont dans cet ordre-là. Parce qu'en turc, par exemple, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est une première notion de la structure de la phrase. Et après, plus le niveau des élèves avance,
plus on va essayer comme ça de créer des éléments visuels qui leur permettent de comprendre qu'il y a des règles. Tu vois, la phrase, par exemple, infinitive, donc je veux aller, je sais faire, voilà. Là, on a 2 cadres rouges. Et on voit que quand il y a 2 cadres rouges, le deuxième cadre rouge, il y a un truc qui change. Puisque, bon, nous, on appelle ça la forme infinitive, mais pour eux, on ne va pas leur dire la forme infinitive. Donc, on va rajouter un petit truc à la fin avec un R souvent. Donc voilà, il faut trouver des moyens qui sont très visuels pour faire comprendre que, en fait, une phrase, c'est pas juste des mots qu'on colle les uns aux autres, mais qu'il y a une structure. Ça peut être aussi avec des Legos. Tu sais, il y a des profs qui Oui, ouais. travaillent avec des Legos que tu emboîtes dans le bon sens. Et si tu rajoutes un code couleur à ces Legos, les Legos rouges, par exemple, parce que moi, c'est le rouge, c'est toujours le verbe, et le Lego rouge, il est là, il bouge pas. Il est toujours là. S'il n'y a pas de Lego rouge, la phrase, elle tombe par terre. Donc, voilà, il faut trouver un moyen de structurer la langue des enfants sans métalangage, sans exercices structuraux, mais bon, c'est possible. Ok, d'accord. Et donc, vu que tu as aussi enseigné à des élèves un peu plus âgés que ceux de la maternelle, donc 6-10 ans, tu as dit, et que tu es aussi, je crois, conceptrice de manuels, ouais. Non? Oui. C'est quoi un bon manuel de FLE pour les enfants? Alors, j'ai travaillé avec une maison d'édition. Je n'étais pas seule conceptrice de ce manuel qui s'appelle Capsure, mais on était plusieurs. Pour moi, le plus important, deux plus importants, mais un plus important et l'autre, c'est juste un petit plaisir personnel. Donc, le plus important, c'est qu'il faut qu'il y ait une progression. J'insiste beaucoup là-dessus, facile. Il faut vraiment avoir réfléchi aux étapes, et notamment en termes de grammaire. Pour moi, on ne peut pas commencer avec, des formes d'inversion du sujet dans les formes interrogatives dès le départ, ou bien avec des structures infinitives dès le départ, ou bien avec du passé composé dès le départ. Il faut vraiment sortir de notre tête l'idée que les enfants sont des éponges et qu'on peut leur balancer une progression approximative et que ça va marcher. Pour moi, il faut que ce soit très, 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 très progressif. Donc ça, pour moi, c'était le plus important dans la méthode sur laquelle on a travaillé. Pas après pas. Il y a un concept qui est... mince, je l'ai plus. Mince, je l'utilise tout le temps. Bon, toujours est-il qu'il faut que ce qu'on attend de nos élèves soit juste la marche au-dessus et pas là. Sinon, ils restent en bas, en fait. Voilà. Et puis après, tu peux faire ce que tu veux derrière, ils sont restés en bas. Donc, vraiment, une progression très pas à pas. Pour moi, c'est le plus important en termes de difficulté, de structure syntaxique, etc. Et mon petit plaisir personnel sur les manuels, il faut que ce soit très visuel. Il faut que ce soit très beau. Voilà. Voilà. Les enfants accrochent à ce qui est beau. Utilisons cette accroche naturelle pour des dessins colorés, pour des petits détails. Les enfants, en fait, ils ont l'habitude de rentrer dans des livres sans lire. Donc, ils s'accrochent à tout ce qui est visuel. Et donc, on a besoin, nous, d'utiliser ça. C'est très important. Peut-être mettre aussi en place les trucs de couleur que tu as dit aussi dans le manuel pour la grammaire, bleu, rouge et tout ça pour qu'ils comprennent aussi, non? Il faut utiliser tous ces leviers-là. Tout ce qui va être visuel va nous aider vraiment à structurer la langue. Donc, nous, on a essayé effectivement de le faire dans le manuel qu'on a créé. Et je dirais ensuite, au-delà du manuel, si on utilise un manuel en classe, c'est très important de s'en détacher. Ok, avoir un manuel, mais pas trop. Exactement. Non, le manuel, c'est super parce que ça nous donne un fil rouge. En plus, si on travaille avec des collègues, on a une progression qui est cohérente tous ensemble. Mais en fait, les manuels, maintenant que j'ai travaillé du côté édition, moi, je ne savais pas comment ça marchait, mais ils sont faits pour donner ce fil rouge, en fait. Mais ils ne sont pas forcément faits pour être autosuffisants. C'est à nous, en tant que prof, de se dire, voilà, j'ai amené cette notion de lexique et de syntaxe grâce au manuel. C'est bien, il y a un fil rouge, il y a une histoire, c'est progressif, ils ont pensé à ça pour moi. Mais cette leçon, elle fait 2 pages, en fait. Oui. Mais au bout des 2 pages, les enfants, ils n'ont rien acquis. Hein. Ils ont découvert, ils ont pratiqué, mais ce n'est pas acquis. Donc, il est très, très, très important d'enrichir cette leçon avec des choses, soit qu'on va trouver dans le guide du prof, dans les ressources qui peuvent être ensuite dans les cahiers d'exercice ou sur le site internet de la maison d'édition. Mais dans tous les cas, il va falloir enrichir jusqu'à ce qu'on voit que c'est acquis. Tant que ce n'est pas acquis, on ne passe pas à la page suivante. Oui. Voilà. Donc, revenir aussi de temps en temps en arrière, par exemple.
Ouais. Ça, les manuels ne le font pas du tout de revenir en arrière parce que, voilà, il y a une obligation de temps de page. Et dans le temps de page, il faut qu'on ait fait tout ça. Donc, on ne va pas prendre le temps, nous, dans la création du manuel, de faire le retour en arrière. Mais en tant que prof, c'est essentiel de faire ces retours en arrière. Le manuel n'a pas la possibilité de faire tout ce brodage autour, en fait. Mais en tant que prof, il faut vraiment comprendre que ce n'est pas autosuffisant et qu'on ne peut pas se dire lundi, je fais la leçon 1. Mardi, je fais les exercices de la leçon 1. Et puis, mercredi, je fais la leçon 2. Non. Oui, parce que si par exemple, on enseigne un point de grammaire pendant quelques semaines, et après on passe à un autre point de grammaire, et après un autre, ben, les élèves vont avoir oublié les précédents. Enfin, même s'ils auront acquis, entre guillemets, ils auront tout oublié si on ne revient pas en arrière. Il faut faire des liens. En fait, tout notre travail de prof de FLE avec les enfants, probablement avec les adultes aussi, c'est de faire du lien entre tout ce qu'on apprend sur une durée. Donc, si on a appris, je sais pas, le thème du matériel scolaire au mois de septembre, puisqu'on fait toujours le matériel scolaire et les règles de classe et les lieux de l'école au mois de septembre, par exemple. Si on n'y revient pas dans l'année scolaire, autant te dire que le septembre d'après, tu dois tout leur réapprendre. Donc, il est important quand on est, je sais pas, moi, au mois de mai et qu'on est en train de faire le printemps, ou le carnaval et les déguisements, de réutiliser d'une manière ou d'une autre. Donc là, il faut être créatif. Soit on crée des jeux qui mélangent les deux, soit on crée une histoire qui mélange les deux, soit on a des cartes d'images et avec le matériel scolaire. Et en fait, dans une histoire qu'on fait autour du printemps, on va utiliser ces éléments comme des petits éléments de surprise. Mais toujours est-il que si on ne crée pas de lien, effectivement, à la fin de l'année, en fait, rien n'est acquis. Bon, mais aussi les instructions, prenez votre stylo, vos couleurs. Oui, aussi, ça bien peut sûr. marcher. Certains trucs, mais... Non, mais il y a plein de trucs qui vont marcher. Ouvrez votre livre, ouvrez votre cahier dans votre cartable, etc. Mais bon, là, c'est vrai que c'est un exemple où, au cours de l'année, on va forcément y revenir. Mais voilà, c'est valable pour tout, en fait. Si on fait les animaux au mois de mars et qu'on ne les refait jamais... Voilà. Donc, au mois de septembre, si on a fait les animaux au mois de mars, au mois de septembre, c'est les animaux qui vont aller chercher du matériel scolaire au magasin des animaux, par exemple. J'en sais rien, mais il faut vraiment créer des liens entre tout ce qu'on fait pour que ça reste en mémoire et pour qu'on fasse des retours en arrière très réguliers. Et parce que je pense que certains profs ont peur de ne pas se tenir à la programmation qu'ils ont et qu'ils doivent faire. Et donc, ils passent et ils oublient de revenir, d'intégrer, de revoir, etc. Donc, c'est dommage, mais... En fait, je trouve qu'il y a un manque de confiance en soi des profs. Voilà, et en plus, peut-être plus encore avec des enfants, parce que voilà, il y a toutes ces problématiques de gestion de classe, d'attente des parents, de plein de choses qui gravitent autour de notre enseignement, où les enseignants ont peur de mal faire. J'ai l'impression que pour les enfants, on a peu de formation, on a peu de repères. Du coup, on a facilement l'impression de mal faire. Et du coup, on se dit, j'ai un manuel, je vais le suivre, super, et je vais avancer comme ça. C'est la bouée de sauvetage, en fait. Mais c'est dommage parce qu'en fait, les profs, naturellement, ont les bons réflexes. Moi, je m'en rends compte. Quand je donne des formations, je donne des formations, par exemple, à des personnes qui n'ont jamais enseigné, à des enfants. Ils apprennent plein de choses, c'est super. Mais quand je donne des formations à des enseignants qui ont de la bouteille, en fait, qui ont des années d'expérience avec les enfants, ils me disent souvent, je suis hyper rassurée. Je suis hyper rassurée parce que, en fait, je faisais des choses en me disant, c'est du bricolage, je ne sais pas si c'est bien et tout. Et en fait, je me rends compte que je faisais ce qu'il fallait faire. Et en fait, voilà, quand on débute, c'est normal de se référer à un manuel, c'est tout à fait normal, et de demander conseil aux collègues et de se dire, je vais rester là-dedans. Mais faites-vous confiance. Si vous voyez que, là, le manuel, il me propose de partir sur ça, je vois que ça, c'est pas encore acquis et que du coup, on va pas réussir vraiment. Faites-vous confiance. Je sais que vraiment, les profs ont les bons réflexes en se disant, bon, ça, c'est pas acquis. On a parlé de tel sujet parce que c'était l'anniversaire de machin. On fait rentrer des éléments extérieurs dans la classe. Je vais utiliser cet événement pour reprendre un truc qui manque, etc. En fait, les bons réflexes sont là et il faut juste avoir confiance un petit peu en ça. Et c'est vrai que comme on est peu encadré à enseigner le FLE aux enfants, on peut avoir peur de mal faire, beaucoup. Et c'est vrai en plus parce que un manuel c'est bien, mais il faut écouter les élèves, il faut voir comment ils évoluent, comment ils apprennent en fait
pendant l'année scolaire. Donc, ouais, c'est ce que tu dis. Il faut Je pense que faire attention. c'est la même chose encore une fois, avec les adultes, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a plus ce sentiment de j'ai peur de mal faire avec les enfants. Avec les adultes, on est d'adulte à adulte, on voit qu'on peut s'arrêter sur le manuel, on va rester en arrière, on va reprendre ça, on leur explique pourquoi. En tant qu'enseignant aux enfants, on doit répondre à la direction, on doit répondre aux parents, on a des réunions avec les collègues, on a l'impression qu'ils font différemment. On est moins en confiance, voilà, tout simplement. En tout cas, c'est quelque chose que je ressens beaucoup de la part des profs qui enseignent aux enfants. Ouais, c'est vrai. Et alors, pour finir, quels conseils ou astuces tu donnerais aux profs de FLE? C'est une question très large. Mais quel conseil Bien le premier à l'esprit, par exemple, je ne sais pas. Moi, mon premier conseil, c'est de prendre le temps. Vraiment, de prendre le temps tant pis si on est censé suivre des objectifs d'un manuel, tant pis si on fait que la moitié du manuel dans l'année. Les enfants avancent assez doucement, ils ont besoin de beaucoup de retours en arrière, beaucoup de répétitions, beaucoup de contextes différents pour appréhender une notion de syntaxe, une notion de grammaire, un champ lexical. N'ayez pas peur de prendre le temps. Et en fait, quand on accepte de se donner du temps, alors je dis ça, c'est facile à dire, mais des fois, on a des obligations institutionnelles où on n'a pas le temps, en fait. Hein. On a des examens, on a des machins. Mais si on peut défendre auprès de notre direction, par exemple, qu'on a besoin de ce temps, qu'on a besoin d'aller plus lentement, une fois qu'on prend le temps, qu'on a réussi à gagner ce temps, c'est là qu'on va s'éclater. Et c'est là qu'on va faire réussir nos élèves, parce qu'on va aller à leur vitesse. Donc, il faut vraiment se donner le luxe, et des fois, il faut se battre pour avoir ce luxe. Moi, ça m'est arrivé plein de fois dans des contextes scolaires, de devoir me battre pour dire non, je ne finirai pas le manuel d'ici la fin de l'année. Mais faut s'imposer, en fait. Oui, il faut s'imposer. C'est pas toujours facile, je dis ça, je sais que c'est pas toujours possible, oui. Mais vraiment se battre pour avoir le temps que nos élèves acquièrent vraiment tout ce qu'on veut leur apprendre. C'est un très bon conseil. Très, très bon. Et bon, allez, c'est un peu à la mode, mais tout ce qui va être évaluation très positive. Très positive parce que, encore une fois, ce n'était pas leur choix aux enfants d'être là. Donc, il faut qu'ils se sentent valorisés. Il faut qu'ils se sentent valorisés auprès des copains dans la classe. Il faut qu'ils se sentent valorisés si on peut afficher des choses dans les couloirs de l'école ou de l'Alliance pour montrer ce qu'ils ont fait. Ils vont être extrêmement fiers. Si on peut les valoriser auprès de leurs parents, de leur famille, envoyer un petit cahier de réussite avec peu importe ce que vous avez fait en classe, que vous mettez bien en valeur et que vous mettez un grand sourire à côté. Pour garder les élèves avec vous, c'est très, très important d'utiliser ça comme levier. Ok. Mais je me rends compte que cet entretien a beaucoup de valeur. On va devoir le faire payer. Oh non. Non, il y a beaucoup besoin de conseils pour les profs aux enfants. Il faut donner tout ce qu'on peut. Je crois beaucoup à des derniers conseils. Formez-vous avec vos copains, vos collègues. Les meilleurs formateurs sont vos collègues de la classe d'à côté. De temps en temps, vous n'avez pas cours, allez dans la classe d'à côté, faites cours ensemble. Et franchement, moi, j'ai tout appris comme ça. Ou alors, se former avec les fabuleuses. Nous aussi, on est formidables, on ne va pas se le cacher, on est fabuleuses d'ailleurs. Mais la première ressource, c'est vos collègues. Ah oui. Mais moi, j'essaye beaucoup de créer comme ça des espaces de mutualisation, de ressources, de conseils. Donc, je suis ravie de participer à cet entretien parce que tout ce qui va... Nous, profs de FLE, on est très éclatés dans le monde, on n'est pas toujours dans une équipe intéressante et intéressée. Donc, il faut créer ces liens-là parce que c'est de là qu'on apprend tout. C'est des collègues qu'on apprend. Ouais. On continue à se former petit à petit. On a notre formation de base, mais on n'arrête jamais de se former pendant notre parcours professionnel. Mais moi, à chaque fois que je parle avec, mais encore aujourd'hui, à chaque fois que je parle avec des amis collègues, parce que quand on est prof, on n'a que des amis profs déjà. Ouais, c'est vrai. À chaque fois, je note un truc, quoi. Je dis, mais c'est génial ton truc, t'as fait comme ça. Mais des fois, ça peut être rien du tout.
Ah oui. Des fois, c'est une petite astuce. J'ai une copine qui me dit maintenant, dans ma classe, quand ils veulent aller aux toilettes, les enfants, ça me saoule. Je leur ai dit, vous me faites ce signe. Vous levez le doigt, vous faites ça et je vous envoie. Mais génial! Mais maintenant, je veux le faire. Moi, j'apprends tous les jours et j'apprends de mes collègues. Donc, tous les espaces où on peut discuter ensemble, que ce soit la salle des profs, ou que ce soit les Fabuleuses, ou que ce soit des groupes Facebook, ou que ce soit des rencontres comme ça, je pense que ça va tous nous sauver. Ça nous sauve, oui, c'est vrai. C'est ça. Eh ben, merci beaucoup. Merci pour Avec ton temps. plaisir. Merci pour cet entretien. Merci, Merci merci. de l'avoir proposé et puis de le diffuser et puis de tout ce travail aussi que tu fais de mise en commun et de mettre ça à la disposition des profs du monde entier. Oh, c'est beau. Mais oui. Merci. Ça Au existait revoir. pas du tout.